Bon alors bonjour, toujours la philo qui gratte, et aujourd'hui on va attaquer l'auteur le plus important concernant la morale. Je veux parler d'Emmanuel Kant. Bon, Kant c'est un auteur du 18e, extrêmement connu puisqu'il a un avis sur tout et surtout un avis éclairé, mais on parle très souvent de sa théorie de la morale et de la conscience morale. Alors, pour comprendre Kant, il faut dire deux mots à propos de Rousseau. Si vous vous souvenez, Rousseau nous disait que notre conscience morale, elle était innée et qu'elle se présentait sous la forme d'un instinct. Cet instinct nous donnant, si on sait l'écouter, nous donnant l'intuition du bien et du mal. Ce qui veut dire que notre conscience morale est plutôt une affaire de sentiment, hein, ou voire de sensation. Pour ça que je parlais d'intuition. On sent le bien et le mal, on sent qu'une chose est bonne et mauvaise lorsqu'on laisse notre instinct nous parler. Bon. Pour cela, il faut être dans le silence des passions. Enfin, vous verrez le truc sur Rousseau. Alors que, déjà, Kant ne va pas être d'accord avec cette vision de la conscience morale. Il va dire que la conscience morale, lorsqu'on veut l'écouter, se présente sous la forme d'un aspect de la raison. C'est ce qu'il appelle la raison pratique. Hein, la conscience morale, Rousseau lui parle de conscience, il ne rajoute pas morale, il dit la conscience, notre conscience, etc. Ça, pour Rousseau, c'est la conscience du bien et du mal. La conscience morale, pour Kant, c'est la raison pratique, c'est un aspect de la raison. Bon. Alors c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est pas en laissant parler notre instinct et en écoutant la voix de notre conscience qu'on va savoir ce qui est bien et mal. Non, on va savoir ce qui est bien et mal en réfléchissant. D'accord ? Donc en utilisant notre raison. Hein, simplement sous un aspect, on va dire, moral. Ce qui change tout, c'est-à-dire que la découverte du bien et du mal va beaucoup plus ressembler au résultat d'un raisonnement qu'au simple fait de laisser parler un instinct en nous. Alors, pourquoi refuser la théorie de l'instinct ? Parce que, en général, si vous dites aux gens de faire l'effort dans le silence des passions, bon, en général, ils vont plus ou moins accepter de le faire, mais si vous leur dites, voilà, qu'est-ce que vous dit votre instinct ? Les gens ne vont pas se méfier de leur instinct, ils vont surtout y faire confiance. Bon. Et chacun va être sûr que son instinct lui indique la bonne direction, mais qu'est-ce qui nous dit que l'instinct est pur? Qu'est-ce qui nous dit qu'on est dans le silence des passions? Etc. etc. Bon. Donc instinctivement, les gens vont peut-être se permettre beaucoup de choses, et on va peut-être tomber sur des instincts complètement opposés à l'un ou l'autre. Donc il faut se méfier de cette idée d'instinct. Hein. Je peux dire que moi, instinctivement, peut-être à cause de mon caractère, instinctivement, je considère qu'il est bien d'être dur avec mes enfants. Bon, mon voisin va dire que instinctivement, non, il pense que ce qui est bien, c'est la douceur. Vous voyez que c'est l'instinct qui parle. Bon, c'est l'instinct humain qui parle dans les deux cas. Pourtant, il dit deux choses complètement différentes. Et pourtant, on peut lui faire confiance, hein, moi et mon voisin, parce qu'on va se dire, voilà, non, ça je le sens. Bon, donc on peut se méfier de ça, parce qu'en matière de morale, on peut sentir des choses complètement différentes. Alors, quand lui dit non, on va se méfier de cet instinct-là, et on va essayer de découvrir le bien et le mal par un raisonnement. Bon, alors. Ce raisonnement, ça Kant ne le dit pas, mais moi je le présente souvent sous la forme de trois interrogations. Hein, donc je m'apprête à faire quelque chose, ou je pense à quelque chose, et je me demande si c'est bien. Bon, mais je veux en être sûr, et je me méfie de mon instinct. Comment je vais faire pour savoir que ce que je m'apprête à faire est bien ou est mal? Eh bien, je vais devoir me poser des questions. Bon. On va prendre un exemple. Supposons que j'ai un doute, hein, ou un doute moral, ça s'appelle un scrupule, hein, donc mon comportement est freiné, je m'apprête à faire quelque chose, et je suis freiné parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien. C'est ce qu'on appelle un scrupule. J'ai des scrupules et je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me poser comme question? Eh bien, je vais vous dire ce que dit Kant, et après je vais vous dire comment je présente ce que je dis. Je vais me poser des questions de manière à être sûr que ce que je m'apprête à faire peut se présenter sous la forme de ce que Kant appelle un impératif catégorique. Voilà.
Donc je me pose des questions, et si à la fin je dis, ah bah oui, donc ce que je trouve c'est un impératif catégorique, alors je peux être sûr que c'est bien. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un impératif catégorique, ou qu'est-ce que c'est que quelque chose qui se présente sous la forme d'un impératif catégorique? L'impératif catégorique, c'est je dois toujours. Hein, impératif et catégorique. Donc, si ce que je m'apprête à faire, je me dis que bah, je dois pouvoir toujours le faire, alors c'est bien. En revanche, si après avoir réfléchi, je me dis ah bah oui, je dois le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de bien, parce qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur, ou parce que j'ai reçu de l'argent, etc., etc. Ça veut dire que ce que je m'apprête à faire dépend d'une circonstance, autrement dit d'une condition, et c'est plus un impératif catégorique, c'est un impératif hypothétique. Hypothétique, ça veut dire que dans l'hypothèse où, alors je dois. Bah, ça dit Kant, c'est pas moral. Hein. Donc, on va prendre des exemples. Supposons que j'ai un scrupule sur le fait de faire la charité. Bon. Eh bien, je dois réfléchir. Et je dois être sûr que le fait de faire la charité, c'est quelque chose qu'on doit toujours faire. Voilà. Si j'en suis sûr, si je dis oui, bah, faire la charité c'est toujours bien et je dois toujours la faire, alors l'acte charitable est un acte moral. En revanche, si je me dis, ah bah non, finalement, faire la charité c'est bien, mais ça dépend. Si je tombe sur un clochard dont la tête me plaît, bah là je considère que c'est bien. Mais ouais, mais effectivement, s'il m'insulte, etc., bah, je considère que je vais pas lui faire la charité, etc. Bon, ça je peux très bien réfléchir comme ça. Mais, pour Kant, alors dans ce cas-là, ce serait pas moral. Bon. Donc il va falloir faire attention aux questions que je vais me poser, pour savoir si ce que je m'apprête à faire est véritablement un impératif catégorique ou pas. Bon. Donc on va prendre la question de la charité. Et là, les trois questions que je vous propose, c'est pas Kant qui les donne telles quelles, mais c'est moi qui utilise ces questions-là pour présenter ce que raconte Kant. Bon, première question, est-ce que cette charité que je m'apprête à faire, je considère que c'est quelque chose de toujours bien? Voilà. Est-ce que c'est toujours bien de faire la charité ou pas? Bon. Est-ce que ça dépend des conséquences? Est-ce que ça dépend, pardon, des conditions? Est-ce que ça dépend des jours, etc. Est-ce que c'est toujours bien? Je peux considérer, en réfléchissant objectivement, hein, attention, que c'est toujours bien. Parce que si je commence à me dire, ah ben non, c'est pas toujours bien, parce qu'effectivement, si quelqu'un m'insulte. Oui, mais si quelqu'un m'insulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je n'aime pas qu'on m'insulte, et donc, je considère que le comportement est plus bien. Mais un comportement bien, il est bien en soi. C'est pas parce que moi, ça me plaît de le faire un jour ou pas le lendemain que le comportement est bon ou mauvais. Non. Si je réfléchis objectivement, je vais me dire, bah oui, même si je tombe sur un clochard qui ne me plaît pas, qui n'est pas sympathique, etc., ça n'empêche pas que l'acte charitable est quelque chose de bien. Voilà. Donc ça répond à la première question. Oui, la charité est quelque chose de toujours bien. Bon, ensuite, deuxièmement, je m'apprête à faire la charité, il faut que je me demande si je la fais pour moi ou pour la personne. Alors, si je la fais pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais la charité, bien sûr que je donne de l'argent à quelqu'un, mais en réalité, je la donne à la personne, non pas pour cette personne, mais je la donne à la personne parce que je pense qu'elle va me servir, cette personne, à avoir une bonne image de moi, à obtenir une bonne image de moi. Alors dans ce cas-là, dit Kant, la personne ne compte pas, la personne n'est qu'un moyen détourné, mais un moyen que j'utilise pour mes propres fins. Bon. Ça, dit Kant, c'est pas moral. Il faut que je sois sûr que la personne à qui je fais la charité, ou la personne qui est le but de mon acte, soit effectivement le but réel de mon acte. Ce que Kant appelle la fin. Donc par exemple, le clochard, si c'est vraiment la fin de mon acte, si vraiment je fais l'acte pour lui, et non pas pour moi, alors ça devient moral. Bon, ce qui revient à dire, hein, plus simplement, que l'acte ne doit surtout pas être égoïste. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus que je n'ai pas le droit de retirer quelque chose de l'acte. Autrement dit, je peux faire l'acte pour la personne, donc donner de l'argent ou sauver une vie, peu importe, etc., etc. Je dois être motivé, ce qui doit me motiver, c'est la personne, c'est pas moi. En revanche, si je suis motivé par faire le bien pour la personne, hein, par sauver une vie ou par donner de l'argent, et qu'ensuite, j'en retire une certaine fierté, ça c'est possible. Hein. Mais la fierté, hein, ou l'orgueil, ne doit pas être le motif premier.
Hein, ça peut venir, c'est une sorte de bonus. Hein, j'agis bien, et puis je me rends compte que finalement, ça me fait du bien à moi aussi. Mais je ne dois pas agir pour en retirer du bien. Deuxième critère. Bon. Troisième critère, et ça c'est le critère le plus difficile à expliquer, il faut que, alors, dans le vocabulaire de Kant, hein, il faut que ma maxime soit universalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma maxime, on va dire, c'est la phrase, en gros, qui résume ce que je veux faire. Par exemple, je veux faire la charité, je veux sauver des vies, je veux m'engager dans l'humanitaire, je veux œuvrer pour la paix dans le monde, peu importe, vous prenez n'importe laquelle de vos idées, n'importe lequel de vos désirs, à propos duquel vous avez un doute, hein, et vous en faites une phrase. Bon, vous appelez ça votre maxime. Bon, cette maxime, est-ce qu'elle est universalisable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être sûr que cette maxime pourrait être considérée comme bonne par tout le monde. Autrement dit, tout le monde pourrait reconnaître le bien fondé de cette maxime. Bon, vous allez dire, mais comment on fait pour reconnaître, pour savoir que tout le monde reconnaîtrait que c'est bien? Tout simplement, on peut se demander aussi, est-ce que tout le monde voudrait vivre dans un monde à l'intérieur duquel cette maxime serait concrète? Hein, est-ce que tout le monde aurait envie de vivre dans un monde charitable? Bon, par exemple. Est-ce que tout le monde aurait envie de vivre dans un monde où on dit la vérité? Est-ce que tout le monde aurait envie de vivre dans un monde où on œuvre pour la paix, etc. Bon, vous voyez très bien qu'en réfléchissant, on peut avoir une certaine idée à ça. Bon. Mais vous allez voir que ça peut poser problème, parce que, supposons que j'ai un problème sur le vol. Je suis quelqu'un d'assez spécial, et je me demande si voler c'est bien ou c'est mal. Bon. Le problème, c'est que je sais qu'il existe des voleurs. Donc quand je vais me demander si ma maxime est universalisable, je vais me demander, est-ce que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est bien de voler? Mais tout de suite, je vais penser au voleur qui va dire, bah non, voler, pour moi, c'est très bien. Hein. Pour moi, ça m'intéresse de voler, il n'y a aucun problème, moi, je retire des bénéfices, etc. Donc je pourrais avoir l'impression que c'est pas universalisable. Bon, pareil, le fait de dire la vérité. Le pire des menteurs, il ment à longueur de journée, et il a aucune envie de dire la vérité, etc. Donc il pourrait nous dire, bah non, dire la vérité, pour moi c'est très bien, donc c'est pas universalisable. Sauf que, dit Kant, il faut penser à ces personnes-là, le menteur ou le voleur, qui feraient l'effort d'être objectifs. Bah, il se rendrait compte de quoi? Le menteur reconnaîtrait qu'il n'a aucune envie de vivre dans un monde de menteurs. En gros, lui il ment, mais il déteste qu'on lui mente en général. Et il n'a aucune envie qu'on lui mente. Le voleur, idem. Le voleur peut aimer voler, mais au fond de lui, dit Kant, objectivement, il sait très bien que c'est mauvais, parce que si on le vole, il va jamais dire que c'est bien. Bon, donc il sait que c'est mauvais. Bon. Donc on peut considérer que le vol ou le mensonge sont universellement des choses considérées comme mauvaises. Autrement dit, quelqu'un qui voudrait dire la vérité, eh bien, il pourrait considérer que sa maxime, hein, je veux dire la vérité, est universalisable. C'est-à-dire que n'importe qui, on va dire n'importe qui de bonne foi, reconnaîtra que c'est bien. Voilà. Donc vous avez comme ça, si vous prenez des désirs, à propos desquels vous avez des scrupules, vous avez, dit Kant, des moyens de savoir si ces désirs sont moraux ou pas, c'est de savoir s'ils répondent aux trois questions. Et s'ils répondent positivement aux trois questions, hein, autrement dit, c'est quelque chose que je dois toujours faire, qui ne dépend pas des circonstances, c'est quelque chose qui ne m'apporte rien, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas motivé par l'égoïsme, et troisièmement, c'est quelque chose qui est universalisable, eh bien, en fait, si votre désir répond à ça, en réalité, votre désir correspond à ce qu'on appelle un impératif catégorique. Par exemple, puisque c'est l'exemple le plus connu de Kant, je désire dire la vérité, voilà, je me dis, bah aujourd'hui je vais prendre la décision de toujours dire la vérité. Et bien je peux être sûr que c'est moral, dit Kant. C'est être sûr que c'est moral puisque c'est toujours bien. Kant dit c'est jamais mauvais de dire la vérité. Autrement dit, le mensonge lui est toujours mauvais. Deuxièmement, dire la vérité, je ne le fais pas pour moi, je le fais parce que je pense que l'autre a besoin de vivre dans la confiance et l'autre a un droit à la vérité. Et que surtout la vérité est bonne en elle-même. Et troisièmement, bien entendu qu'un monde où le mensonge serait universel est un monde considéré comme mauvais, un monde en revanche où la confiance est universelle est un monde considéré comme bon, donc je peux être sûr que tout le monde au fond de soi
aimerait vivre dans la vérité. Donc ça veut dire que je peux présenter mon désir personnel, hein, ma maxime, je désire dire toujours la vérité, sous la forme d'un impératif catégorique, sous la forme du « je dois toujours dire la vérité ». Voilà. Après avoir réfléchi, je pense que la phrase « je dois toujours dire la vérité » est une phrase qui a de la valeur. Une phrase qu'on peut dire, est une phrase qui est comment dire, qu'on peut justifier, hein, je dois toujours dire la vérité, donc cette idée de dire toujours la vérité est une idée morale. Voilà. Donc dès qu'on a un doute sur quelque chose qu'on voudrait faire, ou sur une idée, dès qu'on se demande si c'est moral, on se pose les 3 questions. Si on répond oui aux 3 questions, alors on peut être sûr que c'est un impératif catégorique, c'est-à-dire que, en gros, c'est la loi morale qui se présente à nous, dit Kant, mais on tombe sur quelque chose qui est la forme d'une loi morale, on tombe sur un impératif catégorique, donc sur quelque chose de moral. Voilà. Alors, je suis allé un peu vite, pour revenir, avant de finir, sur une controverse, c'est-à-dire un débat qui s'est passé au XVIIIe, entre Benjamin Constant et Kant. Benjamin Constant, c'est un auteur français, plus connu pour la politique, mais qui avait lu Kant, et qui va écrire à Kant, à propos de sa théorie morale, en lui disant, mais je vous ai bien lu, mais on ne peut pas appliquer votre théorie si on veut être quelqu'un de moral, parce qu'en réalité, ça peut donner des comportements assez horribles. Supposons que je cache mon meilleur ami chez moi, et que la police vienne me demander où il est, vous, Kant, dites que si je veux être moral, je dois dire la vérité, donc je dois dire à la police, bah voilà, mon ami est chez moi. Bon. Et bien entendu, Constant dit, mais vous vous rendez compte, c'est un comportement inhumain, c'est absolument pas moral. Et Kant, cohérent, réplique, non, la vérité est toujours bonne, donc je ne peux pas, même dans le cas d'une relation amicale, faire d'exception. Alors, quand on dit ça en classe, bien entendu que beaucoup d'élèves, et vous-même, vous devez penser que c'est Constant qui a raison. Voilà, simplement, par humanité, au nom de l'amitié, au nom des rapports humains, quelqu'un qui serait kantien serait un monstre, on ne pourrait pas lui faire confiance, quelqu'un qui ferait peur, c'est certainement quelqu'un qui serait seul, hein, si on savait qu'il était comme ça, etc. Alors, je voudrais quand même défendre Kant. Alors, il y a une façon très très simple de défendre Kant, elle gratte, hein, on est là pour ça, donc elle ne fait pas plaisir, c'est-à-dire que si on réfléchit bien sur cette façon-là, elle gratte, mais il faut comprendre la réponse de Kant. Kant vous dit, effectivement, que ce qui est moral se présente sous une forme catégorique, c'est-à-dire toujours. Hein, ce qui est moral, ce qui est bien, c'est toujours bien. Bon. Et l'exemple de Constant revient à dire quoi? Revient à dire que ce qui est bien en général, le fait de dire la vérité, eh bien, dans un cas précis, hein, le cas où ça concerne mon ami, alors c'est plus vraiment bien, et que ce qui est bien, ce serait l'inverse, ce serait de mentir. Donc, on va dire le mensonge serait quelque chose de mauvais souvent, et puis dans certaines conditions, hop, il deviendrait bon. Bon. Mais en réalité, on peut se poser la question suivante. En réalité, est-ce que ce qui gratte, c'est pas le fait qu'on s'arrange avec des principes? Autrement dit, je dis j'ai des principes, moi je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance, au sens où je suis franc, où je suis honnête, où je dis la vérité. Et puis, j'ai un ami chez moi. Et donc, dans ce cas-là, le principe, je ne l'applique plus. Hein, et je dis, ah non, une exception, c'est un ami, donc je n'applique pas ce principe-là, parce que là, c'est un ami. Bon. Mais c'est la même chose pour le père des escrocs qui, on vient lui demander où est son copain escroc, il dit, ah oui, mais non, là, je dis pas la vérité. Déjà, il a dit pas en général, mais là, il dirait, bah non, c'est pour mon copain, donc je le fais pas. Donc, vous vous rendez compte que si on commence à chaque fois, hein, je parle des gens honnêtes, à s'arranger avec nos principes, tout simplement parce que la situation, on va dire, nous déplaît, ah bah, ça me déplaît quand même de donner un ami, etc. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de principe. Posez-vous la question de la valeur des principes qu'on arrange en fonction des situations. Avoir un principe, ça veut dire justement qu'on tient à quelque chose et qu'on se bat pour le défendre. C'est comme quelqu'un qui vous dira j'ai comme principe de ne jamais tuer, de respecter la vie. Et si vous lui dites ah oui mais là tu vas à l'armée, la personne dit ah bah oui bah dans ce cas-là je peux tuer. Normalement,
vous devez bien voir qu'il y a un problème. Soit il est attaché au principe, et dans ce cas-là, il va être objecteur de conscience, il va objecter qu'au nom de sa conscience, il ne peut pas tuer. Mais quelqu'un qui dit en général, oui, oui, moi la vie c'est sacré, et qui accepte d'aller tuer des gens qu'il n'a jamais vus, tout simplement par obéir, en obéissant à des ordres, ça paraît étrange. Ben, c'est la même chose. Hein, quelqu'un qui vous dit, je respecte la vérité, je tiens très fort à dire la vérité, mais dans le cas où j'ai un ami chez moi, ben, je ne la dis pas, on peut se demander si c'est pas ça justement être immoral. Hein. Être immoral, ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt quelqu'un qui, dès que ça l'arrange, oublie les principes. Bon, et je terminerai là-dessus. J'ai beaucoup parlé de principes, c'est pour ça qu'on dit que la morale de Kant est une morale déontologique. Bon, morale déontologique, c'est-à-dire une morale qui accorde surtout l'importance aux principes. Hein. C'est les principes de mon action qui sont importants. Et aux morales déontologiques, à la morale de Kant, on oppose souvent un autre type de morale qu'on appelle les morales conséquentialistes. Morale conséquentialiste, bah, comme leur nom l'indique, c'est les morales qui font attention aux conséquences. Donc, on va dire, peu importe les principes, ce qui est important, c'est les conséquences. Donc, effectivement, bah, si la conséquence, je considère qu'elle est gravissime, bah, je n'applique pas le principe. Hein, bah, si la conséquence, là, pour moi, elle est plus importante que le principe, la conséquence, c'est faire du mal à mon ami, c'est qu'il aille en prison, je considère que ça, c'est plus important que le fait de dire la vérité, bah, dans ce cas-là, je n'applique pas le principe de dire la vérité. Mais vous voyez que c'est extrêmement dangereux, les morales conséquentialistes. Bon. Alors que la morale déontologique redonne énormément d'importance au principe en disant voilà, j'ai un principe, et puisque c'est un principe, je n'en démords pas, je ne mens pas. Puisque je respecte la vie, je ne tue pas. Il dit comme ça semble logique. Mais dire je respecte la vie, c'est un principe, mais comme j'ai pas envie d'aller en prison au nom de l'objection de conscience, bah, d'accord, j'accepte d'aller tuer. Ah, ça, c'est une morale conséquentialiste. Hein. Conséquence, je trouve en prison, bon bah, j'oublie un peu le principe de respecter la vie, et j'accepte d'aller tuer. Ça peut quand même sembler plus étrange. C'est peut-être plus humain, mais c'est peut-être plus étrange. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Hein. La morale de Kant, c'est une morale déontologique qui peut sembler surhumaine, qui peut sembler extrêmement dure, extrêmement rigoureuse, mais quand on la compare à ce qui se passe concrètement, au nombre de fois où on dit qu'on a des principes, où on les respecte pas, où on les oublie, et où les gens mentent sans arrêt, etc., en se présentant comme francs, je pense que ça vaut la peine de réfléchir sur la morale kantienne, qui est une des morales les plus connues de l'histoire de la philosophie. Au revoir.